séance du séminaire Code Source. Aujourd'hui, nous recevons Sandrine Boissel, qui est enseignante spécialisée pour élèves déficients visuels dans l'Académie de Grenoble. Elle enseigne sur tout le collège et même le lycée, de la 6e à la terminale, c'est ça. Et alors, le travail que Sandrine va présenter aujourd'hui est passionnant à plus d'un titre. D'abord pour une raison évidente, c'est le fait que ce travail permette d'enseigner l'algorithmique et la programmation à des élèves déficients visuels. Donc déjà, rien que avec cet intérêt-là, ce serait un travail tout à fait passionnant et utile à la société, pour des raisons qui elles aussi sont évidentes, comme l'importance de la pensée algorithmique pour la société d'aujourd'hui et probablement plus encore pour celle de demain. Mais il y a aussi un autre aspect que je trouve particulièrement frappant de ce travail, dont je vais parler maintenant, c'est ce que ça nous enseigne sur la pensée algorithmique en général, pas seulement pour les déficients visuels. C'est que c'est un travail qui montre l'importance du lien entre la pensée algorithmique, entre l'algorithmique et l'espace. On pourrait croire que ce lien est contingent, que l'algorithmique c'est quelque chose de purement conceptuel, purement mathématique, abstrait, et qui relèverait du seul entendement. Et pourtant, on n'arrête pas en pratique de spatialiser les concepts et les méthodes de l'algorithmique, quand par exemple on fait des diagrammes de flux pour représenter un algorithme, ou sinon quand on écrit un programme, quand on fait des diagrammes par exemple en UML, pour la programmation orientée objet par exemple, et puis quand on écrit un programme textuellement, quand on fait l'indentation, c'est-à-dire l'espace entre la marge de gauche et le début du texte, les lignes vides, etc. Donc il y a tout un aspect spatial qui est très important dans la rédaction et la conception d'algorithmes. On pense également souvent les boucles comme étant une inclusion, et inclusion au sens spatial. Et ça se voit aussi avec l'indentation quand on écrit un programme. On utilise donc sans cesse l'intuition spatiale quand on programme, et sans se prononcer encore de savoir si c'est une intuition empirique ou une intuition pure, en tout cas c'est un fait que nous utilisons beaucoup ces caractéristiques-là. C'est que la boucle comme inclusion, on la voit vraiment comme une inclusion topologique, on met quelque chose à l'intérieur au sens spatial de quelque chose. Et donc ce lien-là entre algorithmique et pensée spatiale, intuition spatiale, c'est évidemment un obstacle pédagogique dont le travail de Sandrine Boissel que le travail de Sandrine Boissel a transformé en atout, justement. Pourquoi est-ce que c'est un obstacle? Parce que le langage Scratch, dont on va beaucoup parler, j'imagine. Ça fait long. Ah bon, c'est le point de départ. C'était le point de départ pour moi. Voilà, c'était le point de départ génétiquement. D'accord. Donc dans Scratch, le Scratch est un langage de programmation qui est excellent pour l'enseignement de la programmation et qui utilise massivement les ressources du sens qu'on considère comme le plus théorique depuis Aristote, à savoir la vue, avec des ressources comme l'inclusion topologique, les jeux de couleurs, et par là même, à cause des couleurs en particulier, il se rend inaccessible à une partie de la population, une partie significative de la population. Et l'enjeu du travail de Sandrine Boissel, c'est de transformer cet obstacle en atout, en considérant qu'on peut garder les caractéristiques spatiales et topologiques propres à la programmation, mais simplement en changeant de sens de base, c'est-à-dire que le sens de base n'est plus la vue, mais le toucher. Et on peut quand même garder, Sandrine va le montrer avec tout ce qu'on a là, on peut garder les structures spatiales comme base de l'enseignement de l'algorithme. Voilà. Donc je vous remercie Sandrine d'avoir accepté de participer à notre séminaire. Merci. Donc je vais commencer par me présenter rapidement pour vous placer un petit peu le décor et puis ensuite je vous parlerai des particularités des élèves aveugles ou malvoyants par rapport à un écran d'ordinateur, déjà pour commencer, et ensuite par rapport aux contraintes qu'impose le braille. Et ensuite, je vous présenterai le fonctionnement de la mallette, et surtout l'avantage incontestable que ça apporte à tous les élèves, et pas juste aux élèves déficients visuels. Justement pour cette question de manipulation et d'espace, qui a d'ailleurs été fortement relevée dans toutes les compétences et le travail mathématique à faire avec les élèves, dans le rapport Torossian-Villani, sur les 21 mesures qui viennent d'être parlées, et qui expose justement l'importance de la manipulation pour comprendre les concepts. Donc je suis enseignante spécialisée et formatrice. Lorsque j'ai conçu cette mallette en septembre 2016, j'ai été coordonnatrice d'une ULIS
trouve des fonctions visuelles. Une ULIS, c'est en fait une unité implantée dans un collège, donc il y en a 32 à l'échelle nationale, et nos élèves sont en cours avec leurs camarades, voilà, et ils viennent dans l'ULIS sur les temps de conservatoire de leurs camarades pour pouvoir apprendre les techniques spécifiques liées à la déficience visuelle. Depuis, j'ai changé de poste depuis le 1er avril, ce n'est pas un poisson. Je suis devenue directrice de l'atelier Canapé Grenoble. L'adresse du site, je vous la donnerai, vous pourrez la mettre en lien. C'est donc le site sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup d'outils pédagogiques que j'ai élaborés à partir de la mallette, et aussi toutes les publications, les communications qui ont été faites autour, et puis des vidéos d'élèves en train de travailler que je pourrais vous montrer également tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que Mallette Algo en main? D'où ça vient déjà? Le nom a était au départ AccessiDB Scratch, parce que le point de départ c'est effectivement le logiciel Scratch qui, pour mes élèves, pose un très gros problème. Et le nom a dévié et a évolué suite à une réunion au ministère au mois de juillet et à des échanges que j'ai eus en particulier avec M. Robert Cavanne, qui était doyen de mathématiques. Il relevait très justement le fait que la mallette elle-même est importante dans l'outil lui-même, puisque son agencement a une importance par rapport aux concepts mathématiques qui sont dedans. Et Algo en main, parce qu'on va manipuler justement, comme c'est préconisé dans les nouvelles recherches de sciences cognitives, la manipulation c'est important. Et puis, pourquoi l'éperluette? Parce que si on décortique, c'est mallette, c'est manipulate, learn, look and touch. Look and touch. Donc c'est un outil qui a été conçu pour des élèves déficients visuels, mais qui finalement fonctionne pour tout le monde. C'est un outil débranché, donc qui s'insère dans toute la dynamique algorithmique débranchée, qui a d'ailleurs fait l'objet d'informatique débranchée, qui a d'ailleurs fait l'objet du dernier numéro de Tangente. Donc voilà, c'est accessible aux non-voyants, mais c'est aussi accessible, on le verra, aux élèves dyslexiques, avec des troubles de la mémoire et avec certains troubles cognitifs. Cela permet l'inclusion parce que justement ça aide tout le monde et ça permet de collaborer, on va voir de quelle manière. Et enfin, ça permet donc de faciliter l'apprentissage de la programmation pour tout le monde. Il y a aussi des adultes qui l'ont testé, qui l'ont manipulé. Donc on va plonger un petit coup dans la déficience, dans ce qu'est la déficience visuelle. Souvent, quand on parle de déficience visuelle, on pense acuité visuelle, mais ce n'est qu'un tout petit paramètre des défauts de vision qu'on peut rencontrer. Donc, il y a effectivement des seuils légaux parce qu'il fallait bien fixer des seuils pour certaines choses, comme par exemple la canne blanche, à partir de quel moment j'ai le droit d'avoir une canne de signalement, etc. Donc 4/10, c'est le seuil légal de la déficience visuelle, c'est-à-dire qu'on est malvoyant à partir du moment où, malgré toutes les opérations les plus performantes possibles, lunettes, traitements, avec toutes ces corrections, on n'obtient pas plus que 4/10. Voilà, donc ça c'est le seuil de la déficience visuelle. 1/10, c'est le seuil à partir duquel on a le droit à une canne blanche. Et 1/20, c'est le seuil de la cécité légale. C'est-à-dire qu'à partir d'un 20e, on est considéré comme aveugle. Mais entre quelqu'un qui a un 20e et quelqu'un qui n'a rien du tout, il y a finalement plein de choses, plein de façons d'être aveugle. Donc ce n'est pas voir tout noir. Voilà. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est le champ visuel. Donc on va voir des simulations. Je vous ai préparé des simulations pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne sur un écran d'ordinateur. Donc le champ visuel peut être atteint de plein de façons différentes. On va le voir sur différentes photos. La vision des couleurs, donc on connaît tous le daltonisme, mais ce n'est qu'un trouble de vision des couleurs parmi plein. Il y en a certains qui pour les élèves posent de très gros problèmes, par exemple bleu, violet, rouge. Pour les lignes de cahier, c'est bien très compliqué quand on leur dit « tu la vois pas, non, j'ai le rouge ». C'est la même couleur que tout le reste. Voilà. Et pour certains, il n'y a pas du tout de vision des couleurs. Donc on voit le monde dans des nuances de gris et de gris kaki. Voilà. La perception de la lumière est aussi un problème. Quand vous êtes en plein mois d'août, sur une table blanche, dehors, sans lunettes de soleil, en train de lire votre livre, page blanche, c'est très fatigant, très désagréable. Pour quelqu'un qui a une pathologie visuelle, c'est en plus douloureux. Les jeunes disent souvent que c'est les changements de lumière, qu'on allume ou qu'on éteigne, hein, la douleur est la même. C'est un peu comme si on vous jetait une botte de châtaigne au fond de l'œil. Voilà. Le problème, c'est que quand on va jouer sur la lumière, on va perdre en acuité visuelle. La distinction entre le fond et la forme, tous les contrastes sont des choses qui peuvent être aussi atteintes. Ce
ce qui impacte toutes les photocopies diverses et variées qu'on peut donner aux élèves et aux étudiants, puisque c'est une photocopie de mauvaise qualité. Et enfin, le mouvement involontaire des yeux. Donc, c'est un petit peu comme quand vous venez de faire de la course à pied, vous avez vos muscles dans la cuisse qui battent. Et bien, pour les yeux, c'est la même chose. Et ça équivaut à, pour vous faire une petite idée, prenez votre feuille et vous la faites bouger comme ça, sans arrêt. Donc, ça impacte un certain nombre de choses. Donc voilà une vision du fameux logiciel Scratch qui a été mon point de départ, puisque c'est préconisé dans les nouveaux programmes. Il faut utiliser Scratch. Donc c'est un logiciel qui permet d'aborder l'algorithmique avec les élèves. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de couleurs différentes. Donc pour un élève qui veut faire la couleur, ça pose un souci. Et puis surtout, en fait, il y a deux fenêtres dans ce logiciel. Une fenêtre toute blanche avec un petit chat. Et sur cette fenêtre toute blanche, on vous indique que le petit chat est au point 0,0, mais on n'a pas de repère orthonormé visible. Au milieu, on a tous les petits programmes, toutes les sortes d'instructions avec des menus déroulants, et donc il faut aller chercher la bonne instruction. Et à droite, l'endroit où on va construire son script, et donc il va falloir déplacer des choses à la souris et les emboîter les unes dans les autres. Quand on a un champ visuel réduit, voilà ce que ça donne. Donc tout de suite, c'est assez limité. Là, ce type d'élève va encore pouvoir travailler quand même en noir, c'est-à-dire, alors, par opposition au braille, noir, ce sont des gros caractères. Donc il va pouvoir travailler en gros caractères, sachant qu'on ne pourra pas trop agrandir. Si on agrandit trop, on sort du champ visuel et on n'a plus qu'un seul mot sous les yeux, et avec un seul mot, il est difficile de raisonner. Et à droite, on va être obligé de travailler en braille. Puisque forcément, on comprend aussi aisément qu'un élève qui a une vision altérée comme l'élève de gauche va avoir du mal à déplacer un élément et l'emmener tout à l'autre bout de l'écran et se repérer dans son programme. On peut avoir aussi des photos et des tâches un petit peu partout. Et là, le monde n'est qu'un puzzle qu'il va falloir reconstituer tout le temps. Donc déplacer un objet devient aussi difficile. Là, c'est la vision centrale qui va être touchée. Donc on ne pourra plus voir les couleurs et surtout, on n'a plus de vision des détails. Donc on ne peut plus lire en noir, on est obligé de passer en braille. Le point de datation, c'est, j'imagine, qu'il se ressemble de la tâche. On ne peut même pas lire ce qui est sur les côtés. On ne peut pas lire ce qui est sur les côtés, c'est flou en fait. Le centre de la rétine va permettre de voir les détails, les couleurs. Et la périphérie va permettre de voir les mouvements. Donc en général, ce sont des élèves qui vont souvent être en braille, mais par contre, ils vont être bons en sport parce que la balle, ils vont la voir arriver. Du moins, ils vont l'apercevoir. Contrairement à l'élève précédent, voilà, celui-ci va pouvoir être capable encore de colorier quelque chose. Ça va lui demander beaucoup d'énergie, mais c'est des élèves qui dessinent souvent. Donc ça épate en général les ophtalmos, ils arrivent à faire des choses magnifiques, mais par contre ils ne sont pas capables de revoir leur dessin après coup. Voilà. Par contre, ces élèves-là ont un champ visuel tellement restreint qu'ils ne vous verront que quand vous êtes devant, ce qui crée des angoisses et toutes sortes de choses. Voilà. Et ça, c'est une altération de la vision des couleurs. Donc, dans mes élèves, j'en ai plusieurs qui voient comme ça. Donc là, tout l'avantage du logiciel Scratch avec les familles d'instructions par couleur, on en perd tout l'intérêt. Et ensuite, ce que je vous ai expliqué pour la lumière, l'écran d'ordinateur, pour certains élèves, ça donne quelque chose de surexposé comme ça. Donc c'est très fatigant, c'est douloureux pour les yeux, mais si on diminue le contraste, on diminue la distinction entre le fond et la forme, et du coup, ça devient difficile aussi à gérer. Quel est l'impact de déficience visuelle donc, sur ces nouveaux programmes? Ces nouveaux programmes demandaient de travailler donc, sur l'algorithmique, sur Scratch. C'est ce qui était préconisé, en tout cas, ce qui était préconisé, c'était la programmation par bloc. Et Duspel a publié un document qui proposait Scratch, alors qu'il existe d'autres logiciels. Mais dans tous les cas, ces logiciels ne sont pas adaptés aux déficients visuels puisqu'il faut déplacer quelque chose qu'on ne voit pas. En plus, je l'ai testé quand même, je suis allée jusqu'au bout du test, je me suis dit, bon, s'il ne voit pas l'étiquette, on demandera à un copain de la déplacer et on va bien voir. Mais le problème, c'est que c'est exploitable avec un terminal braille, donc c'est un petit périphérique avec des petits picots qui vont se soulever au fur et à mesure. On va le brancher sur n'importe quel ordinateur et puis on va lancer une synthèse vocale pour voir ce qu'on a comme retour. Donc on pouvait aller dans les menus déroulants, mais on ne pouvait pas le faire dérouler. Ce qui est un petit peu gênant. On pouvait aller dans les fenêtres de saisie de variables, mais on ne pouvait pas saisir. Voilà. Donc finalement, c'était vraiment inutilisable de bout en bout. Par contre, les élèves déficients visuels qui travaillent en braille ont quand même un avantage. Ils ont un très gros inconvénient, mais un très gros avantage par rapport à la programmation.
Le gros inconvénient, c'est qu'il travaille, le braille c'est essentiellement linéaire. C'est-à-dire qu'on lit avec la pulpe de l'index et un caractère à la taille de la pulpe de l'index. On découvre donc les caractères 2 par 2 sur une ligne. Le problème de travailler avec en linéaire, ça signifie qu'on va devoir bouger avec un joystick dans son script. Un élève qui n'a jamais vu, jamais compris ou jamais travaillé sur le concept de boucle, retrouver le début d'une boucle juste en jouant avec le joystick, ça va être très compliqué. Si on fait une indentation pour un élève qui débute, ça va être compliqué aussi parce que ça signifie rien. Donc quand il va passer ses doigts, il peut penser qu'il n'y a rien sur la ligne s'il ne va pas jusqu'au bout de l'indentation. Donc ça c'est un inconvénient. L'avantage, c'est qu'en braille, comme on linéarise tout, on va être obligé, pour les éléments mathématiques où il y a des choses en haut et des choses en bas, une fraction par exemple, on va être obligé de rajouter des codes supplémentaires pour rendre ça linéaire. Et ces codes supplémentaires sont des blocs. Donc ils vont être déjà dans une dynamique qui fait que certains éléments de programmation vont être plus faciles pour à comprendre. Parce qu'ils vont mettre le signe de bloc pour dire par exemple 3 plus 2 c'est en haut, je ferme mon bloc, je mets mon slash et je mets ce qui est en bas en ouvrant un nouveau bloc. Donc c'est à la fois un gros inconvénient et à la fois un atout. Les élèves non déficients visuels se trouvent face à un certain nombre d'obstacles dans ce logiciel-là aussi. Le premier, c'est l'absence de repères visibles. Le petit chat, il est au point 00, nous dit-on, mais on n'a aucun repère visible. Donc pour les élèves de 6e qui arrivent, c'est compliqué pour eux. Il y a l'usage de la lecture. On a aussi des élèves qui arrivent en 6e et qui ont une lecture fragile. Et le logiciel Scratch, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'écrits. Et quand ils voient le script sur l'écran, déjà ils paniquent. Ils se disent, je ne vais pas y arriver, il faut que je lise. En plus, je fais des maths, mais je vais devoir lire. Il y a des difficultés de manipulation de la souris. Pour certains élèves, manipuler la souris, c'est pas si évident que ça. Et en plus, les emboîtements, il faut être très précis pour que les petites pièces se clipsent, sinon elles se clipsent pas. Ensuite, il y a toute une flopée de nouveaux concepts qu'ils n'ont jamais rencontrés. Variables, boucles, blocs, capteurs, listes, tout ça pour eux c'est quelque chose de totalement nouveau. Et avec le logiciel Scratch, on est à l'interface entre manipulation et concept. C'est quelque chose qui permet d'être entre les deux. Ce qui manque pour nos élèves qui vont débuter, c'est la manipulation. Ce logiciel ne permet pas non plus aux élèves de décomposer le problème en sous-problèmes, d'analyser en amont, de réfléchir à qu'est-ce que ça va donner si je fais ça, parce qu'ils vont fonctionner que par essai-erreur. Voilà. Oh bah ça ne marche pas avec 50, bah je vais essayer avec 25, ça ira tout de suite mieux. Ou alors à la fin de la boucle, mon chat il a fait 4 pas de trop, bah c'est pas grave, je vais lui rajouter recul de 4 et ce sera impeccable. Voilà. Et en général, l'élève déficient visuel qui travaille avec la mallette la première année, il disait mais non, parce que si tu fais ça, moi si je change la variable au départ, le chat il sera toujours pas au bon endroit. Donc ce logiciel a cet inconvénient-là, c'est que c'est très facile de fonctionner par essai-erreur et uniquement comme ça. Ensuite, ce qui est difficile aussi dans le logiciel pour les élèves, c'est de trouver les différentes instructions. On a plein de petits menus, il faut trouver le bon menu, et c'est pas forcément intuitif au début de comprendre une pièce de contrôle pour eux, c'est pas forcément quelque chose d'intuitif. La lecture diagonale est très difficile puisque on obtient un script qui est sous forme de texte. Et inconsciemment, on se sent obligé de le lire intégralement. Il est difficile de lire ce qu'on a fait en diagonale, ce qu'on va pouvoir faire avec la mallette. Et enfin, il y a de grosses difficultés qui sont relevées par les professeurs de mathématiques sur les priorités de calcul. C'est déjà quelque chose qui n'est pas évident en 6e, mais alors en plus, dans ce logiciel, ce sont des petites étiquettes vertes qu'on va emboîter les unes dans les autres. Une fois qu'elles sont emboîtées, ça fait une masse verte, et on ne sait plus trop, à moins de mettre le nez sur l'écran, ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Donc tous ces éléments-là vont être, entre guillemets, réparés par la mallette. Oui. La lecture en diagonale, c'est spécifiquement pour Scratch ou est-ce que c'est difficile aussi pour un texte avec un terminal braille de lire en diagonale? C'est encore plus difficile avec un terminal braille, pour la simple bonne raison qu'on n'a qu'une ligne à la fois. La lecture se fait avec 2 doigts, donc forcément ça va être beaucoup plus lent, puis il faut naviguer avec le joystick et ça sollicite beaucoup plus la mémoire de travail que d'avoir une vision d'ensemble comme nous on peut l'avoir avec les yeux. Voilà, c'est cette question-là qui fait qu'avec 2 doigts, avoir une vision d'ensemble c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut d'autres stratégies pour arriver à cette vision d'ensemble. Mais c'est quelque chose qu'on rencontre aussi dans un texte, hein. Prendre des notes pour faire une épreuve de corpus par exemple.
Ça demande une méthodologie où on va déposer des balises numériques au fur et à mesure de sa lecture pour pouvoir aller récupérer des éléments, parce que rebalayer le texte avec 2 doigts, c'est très très long. C'est comme si on vous demandait d'explorer un texte et d'en relever des éléments en ne voyant que 2 mots à la fois, grosso modo, ou en ne voyant que 2 signes mathématiques à la fois. Donc le challenge, c'était de permettre à tout le monde de comprendre la programmation, de comprendre ce que c'était qu'un algorithme, de comprendre tous les nouveaux concepts, de lire sans détruire le script au fur et à mesure, parce que l'autre souci de la lecture braille, c'est qu'on lit avec les doigts. Et quand on travaille avec des étiquettes, même si on met de la pâte à fixe sur la table, ça bouge, et on détruit au fur et à mesure qu'on est en train de lire. Il fallait pouvoir tous travailler sur le même logiciel, parce que mes élèves étant inclus avec leurs camarades, je ne pouvais pas dire au professeur, ben voilà, avec les élèves de la classe, tu travailles avec ça, et puis avec les miens, tu vas travailler avec ça. Voilà. Il fallait aussi que ce soit en accord avec le développement de l'enfant. Voilà. En particulier sur comment est-ce qu'un élève de moins de 25 ans traite un problème, une tâche complexe, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur les problèmes de mémoire de travail que ça impose, et puis comment est-ce qu'on va pouvoir décortiquer ça en mini-tâches ou en mini-missions, comme le dit Lachaud, qui a fait un écrit sur le cerveau funambule. Et enfin, il fallait surtout que ça facilite la conceptualisation pour que ça reste à long terme. Donc le concept de la mallette, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Donc j'ai repris toutes les instructions du logiciel Scratch, avec derrière la tête qu'il fallait que ça marche avec autre chose que Scratch. Parce que l'année dernière, je m'occupais aussi de 3 lycéennes à qui je faisais l'apprentissage du braille en plus de leurs cours. Et il y avait un gros souci, c'était la calculatrice scientifique. Voilà, à manipuler quand on n'y voit pas, ça devient un peu plus compliqué. Et donc il fallait que cet élève-là en particulier puisse programmer des suites numériques. Donc il fallait que ce soit proche de Scratch, mais pas trop, et que ça puisse être ensuite transposé à autre chose. Donc j'ai pris toutes les instructions du logiciel Scratch, et je les ai toutes adaptées avec du braille, du gros caractère, et puis surtout une couleur à peu près similaire à celle du logiciel, pour que les élèves voyants qui s'appuient sur les couleurs puissent continuer à s'appuyer sur les couleurs, pour que ça ne perturbe pas non plus le cours, quand le prof veut faire un parallèle. Et d'ailleurs, dans les fiches d'exercice que les professeurs me donnent à transcrire en braille, il est arrivé que je retrouve une photo de la mallette pour expliquer le début d'un problème. Voilà, donc la couleur a été conservée, mais il fallait trouver une solution pour les élèves qui avaient des troubles de vision des couleurs, justement. Il fallait remplacer ça par autre chose. Donc sur toutes les tranches droites des pièces, il y a une petite forme géométrique qui correspond à un type d'instruction. Donc les demi-lunes sont les pièces de contrôle, par exemple. Donc ça, on ne verra pas, parce que c'est saillant, on le sent, mais on le voit quand on a le nez dessus. Voilà, les déplacements, c'est un petit triangle bleu vers le haut, et ainsi de suite. Donc chaque type d'instruction a une petite gommette saillante sur le côté. Pourquoi le côté droit? Parce que les élèves aveugles, depuis qu'ils sont tout petits, pour orienter une feuille, on coupe le coin supérieur droit. Sur les cartes de géographie, on met le nord en haut à droite. Donc c'est le repère facile. Voilà. C'est ce qui va aussi nous permettre après d'avoir une lecture diagonale. C'est ce qu'on verra par la suite. Donc pourquoi pas de lettres? Parce que la lettre sollicite pas la même zone dans la zone primaire visuelle. Ça sollicite pas tout à fait la même zone et c'est reconnu moins vite qu'une lettre parmi plein de lettres est reconnue moins vite qu'une forme géométrique. Voilà. Donc le challenge, c'est de viser la lecture diagonale. Donc il fallait trouver quelque chose qui n'était pas de la vraie lecture. Donc toutes les instructions possibles sont adaptées comme ça, et je vais vous montrer maintenant comment ça marche. Concept par concept. Il y avait aussi un autre élément adapté, c'est le fameux écran tout blanc où on nous dit que le chat il est en 0,0, mais on ne voit pas. Voilà. Surtout qu'en plus, pour les élèves de 6e, ils découvrent en plus le repère orthonormé, c'est un truc nouveau, et en plus on leur montre et on voit quelque chose. Quand ils sont en programmation, leur repère orthonormé c'est tout blanc, et quand ils sont en cours de maths pur, ils ont un graphique. Alors ils sont un peu perdus. Donc je vais vous le faire passer. Donc j'ai pris une plaque de polystyrène, ça c'est pas pour le poisson, ne vous inquiétez pas, c'est 50 mm. Et ce qu'on appelle un DER, c'est un dessin en relief, c'est un papier qui gonfle, voilà, sur lequel on voit vraiment
le repère, on le voit et on le sent. Et d'ailleurs, les élèves qui voient vont toucher pour pouvoir mesurer, compter quelque chose, ou placer un point, ils vont toucher. Et on va planter des aiguilles pour représenter les points et des élastiques, les déplacements. L'avantage, c'est que c'est dynamique. Si je me suis trompée, c'est très facile de modifier ce que j'ai tracé. Je vais pouvoir, au fur et à mesure de mon programme, surveiller ce que ça va donner en soulevant légèrement l'épingle. L'élastique bouge aussi, ce qui va permettre aux élèves de suivre vraiment pas à pas leur programme. On va pouvoir aussi tracer tout ce qu'on veut. On va pouvoir tracer des courbes, tout plein de choses. Voilà. Bon. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser à différents moments du problème. Quand on nous pose le problème, on va pouvoir le découper en petits bouts et le faire étape par étape. C'est plus facile qu'au crayon à papier, règle, gomme. Ça va beaucoup plus vite, il n'y a rien à sortir. Quand je me suis trompée, je déplace l'élastique et c'est fini. Alors qu'avec la gomme, je gomme pour peu que je sois un élève un peu stressé. J'ai appuyé trop fort et puis j'ai tracé d'avant. Voilà. Pendant qu'on construit le script, on va pouvoir aussi vérifier au fur et à mesure ce qu'on est en train de faire. Et puis à la fin, surtout, on va pouvoir comparer ce qu'on a obtenu par rapport à ce qu'on voulait. Voilà. Donc, avec deux élastiques différents, on va pouvoir avoir sur la même plaque, sur le même support, le résultat attendu, le résultat obtenu, le résultat du groupe d'à côté, voilà, ou le résultat de la dernière fois. Ce qui va permettre de vraiment réfléchir à ces erreurs, chose qui est plus difficile sur un cahier, surtout quand on travaille avec plusieurs camarades. Il va falloir prendre plusieurs cahiers sur la même table, comparer, etc. Maintenant, on va construire un petit programme pour pouvoir voir un petit peu comment ça marche. Donc on a des temps que je veuille tracer. Le petit carré. Je vais donc donner un point de départ. Ce sont les pièces qui ont la tranche entièrement lisse, mais lisse chaud, entre guillemets. C'est un rectangle qui est collé dessus et ça fait une différence avec les pièces qui n'ont pas du tout de gommettes, qui sont lisses froides. Voilà, donc ça c'est un point de départ. Donc je vais prendre la pièce de stylo, je mets le stylo en position d'écriture. Donc là c'est une étoile tronquée qui est sur le côté. Et je vais emboîter, toujours tranche droite. Ensuite, je vais d'abord avancer de 50. Donc j'avance de 50, 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici. Ensuite je vais devoir tourner à gauche de 90 degrés. Hop. Et ensuite, je devrais normalement avancer encore de 50, puis tourner à gauche. Donc, on va pouvoir utiliser une boucle qui va nous permettre de dire que ce qui est au milieu, et on va le faire 4 fois. Et c'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, inséré dans une boucle. Pour lire le programme, on va pouvoir le lire de plein de façons différentes. On va pouvoir le lire de façon linéaire, avec les doigts. Je vais lire mon script comme ça, avec le doigt linéairement. Je vais pouvoir le lire en le rapprochant des yeux, si c'est nécessaire. Quand je vais arriver en bas de la boucle, je sais que je dois faire 4 fois. Donc j'arrive en bas, je vais remonter la nappe jusqu'en haut, et je recommence, et je remonte la nappe. Je peux aussi remonter la boucle d'une autre façon. Et c'est là qu'on va arriver à la lecture diagonale. Je vais regarder mon programme juste sur la tranche. Et sur la tranche, donc on voit que j'ai d'abord un événement, ensuite j'ai un stylo, ensuite j'ai le début d'une pièce de contrôle, 2 déplacements, et la fin d'une pièce de contrôle. Donc à la fin de la pièce de contrôle, je peux retrouver la demi-lune précédente. L'intérêt de la nappe, c'est que lorsqu'il y a plusieurs boucles imbriquées l'une dans l'autre, il n'y a plus de doute sur à quelle boucle appartient la demi-lune. Voilà. L'avantage de cette lecture diagonale, qu'on peut voir là, c'est que si je me suis trompée, si par exemple j'obtiens un petit carré au lieu d'un grand, je vais pouvoir prendre mon support, je vais avoir les deux, j'ai pas mis le deuxième élastique, mais voilà, je vais avoir mes 2 formes, et puis je vais pouvoir réfléchir, alors où est-ce que j'ai pu me tromper? Ben, là, c'est sur l'avancée que j'ai fait une erreur, donc c'est mon premier déplacement qui pose problème. Je prends mon programme, j'ai 2 déplacements, mon premier déplacement c'est celui-là, je déboîte et je peux corriger. D'où l'intérêt de cette lecture diagonale
qui ne serait pas possible en linéaire, ou du moins pas aussi efficace. Alors, ce qu'on voit là, c'est un exemple de programme avec une variable. Donc là, on va créer une variable, on va dire que cette fois-ci, notre carré, on a envie que ce soit l'utilisateur qui en choisisse la taille. Donc on va créer une variable. Et l'élève va pouvoir comprendre ce que c'est une petite boîte, à qui on va donner un nom. Donc elle s'appellera X, là, c'est la première question. Voilà. Et on va poser sur la boîte, au début du programme, on va poser tous les éléments dont on va se servir. Donc au fur et à mesure qu'on évolue dans l'avancée, on va mettre beaucoup plus de choses au départ, mais on va déjà installer ces variables, on va installer ces calculs, on va installer aussi les blocs qu'on va faire en premier, etc. Donc on a toujours tout sous la main. Ce qui fait que les élèves qui ont des troubles mnésiques, ils ne se souviennent peut-être pas qu'ils ont préparé leur variable, n'empêche qu'elle est toujours sous leurs yeux et sous leur nez, et ils peuvent y revenir. Donc c'est un très gros plus pour ces élèves-là, en particulier quand ils ont préparé un bloc. Là, s'ils n'ont pas le support, ils vont oublier qu'ils l'ont préparé. Et ils vont reprogrammer toute la série d'instructions, alors que ce ne serait pas nécessaire. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un capteur. Je vais demander à l'utilisateur de me donner X. Pour les nombres variables, vous pouvez avoir des nombres plus significatifs que X. On peut avoir il y a toutes les lettres de l'alphabet, tous les chiffres, ça peut être des nombres, voilà, ça peut être ce qu'on veut. Donc ça peut pas être des mots. Alors quand c'est des mots, en fait, on met l'initiale du mot, et à côté on se fait un petit papier et on met le mot. Mais en général, ça ne pose pas trop de soucis. Ça. Voilà. Donc en fait, le souci, c'est ce à quoi on voulait, une des contraintes, c'était le moins de choses à lire possible. Parce que les élèves allophones, quand ils se retrouvent face à de l'écrit, ils se disent mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Déjà j'ai du mal à comprendre ce que le prof me dit, mais en plus il faut que j'arrive à lire ce que je suis en train de créer. Tandis que là, rien qu'avec la couleur, la forme géométrique sur le côté, une lettre, ça suffit à comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc je vais demander à l'utilisateur X, oui. Dans vos groupes, vous avez aussi des gens qui sont allophones? En fait, moi je suis en support pour les élèves déficients visuels. Mais dans l'établissement, on a tout type d'élèves, et entre autres des élèves allophones. Des élèves dyspraxiques, des élèves dyslexiques, des élèves avec des troubles cognitifs. Enfin, voilà, on a une variété d'élèves, comme dans toutes les écoles finalement. Voilà. Et pour qui il faut assurer la compréhension des concepts. Donc là, je vais demander donc, à l'utilisateur, donc ça, ce sont les pièces du froid. Voilà. Je vais lui demander un nombre X, et là, bien sûr, quand on va faire son programme à la fin, quand on va le saisir dans un ordinateur, on va dire choisis un nombre pour le côté du carré. Et là, on va mettre un peu plus de fioriture, mais il suffit qu'il y ait un élève qui dicte pour l'autre si par exemple il est empêché d'écrire. Donc je vais demander à l'utilisateur X, et puis je vais mettre dans la variable, donc ce sont des pièces pour remplir les variables, qui sont donc noires comme la pièce de la variable, et on dit qu'on va la remplir avec la réponse. Voilà, on l'a remplie avec la réponse. Elle dépasse, c'est volontaire. Voilà, donc ça c'est le début de mon programme, donc je vais le placer au tout début du programme. Donc je déboîte et je remboîte, donc ça va très vite. Avec des étiquettes, on serait obligé de tout décaler, ce serait compliqué. Voilà, pour le moment, mon carré n'a pas changé. Donc là, l'élève va devoir réfléchir à quel endroit ça modifie quelque chose. Donc ça modifie quelque chose au niveau du déplacement. Et donc au niveau du déplacement, au lieu d'avancer de 50, je vais avancer de X. Et je referme mon programme. Voilà, donc là j'aurai un carré de X de côté qui sera fixé par l'utilisateur au départ. Pourquoi réponse dépasse? Parce que ce qui pose problème aux élèves de collège au départ, c'est que pour eux la réponse c'est une boîte au même titre que la variable. Et donc ils posent une série de questions à l'utilisateur, puis bah non, il n'y a pas la bonne chose dans ma réponse. Bah oui, c'est remis à 0 à chaque fois qu'il y a une nouvelle question. Ça t'écrase ta notion qui est dedans. Donc il fallait que l'élève comprenne que ça n'était pas traité tout à fait de la même manière. C'est pour ça qu'elle dépasse, alors que la variable est confondue dans la pièce. Donc là, c'est un petit programme qui fait
fait un chrono, donc qui rajoute du temps à chaque fois. Bonjour. Si vous me dérangez, je vous amène quelqu'un qui était de la Sorbonne et qui est malvoyant. Bonjour. Peut-être se mettre devant, comme ça je pourrais lui passer les éléments à toucher, ce sera mieux. Attention. Il y a un nœud d'araignée là. Je vais vous laisser cette façon. C'est grave. Voilà, ça y est. Bonne journée. Excusez-moi. C'est pas grave. Bienvenue chez nous. Bonne journée. Bonne journée. Je peux peut-être reprendre rapidement. Oui. Ça ne me dérange pas. Sinon, reprendre le fil, ça va être compliqué. J'étais en train de présenter donc Mallette Algo en main, qui est un outil qui permet aux élèves d'abord déficients visuels d'apprendre la programmation, puis après à tous les élèves. C'est un outil que j'ai élaboré en fonction d'un logiciel qui était préconisé dans les programmes, le logiciel Scratch, où il s'agit de déplacer des étiquettes à l'écran pour les emmener à l'autre bout de l'écran pour construire un programme. Ce qui était donc pour mes élèves impossible, puisque malgré l'essai avec une plage braille, je pouvais aller dans les menus déroulants, mais je ne pouvais pas les faire dérouler. Je pouvais aller dans les fenêtres de variables, mais je ne pouvais pas les saisir. Donc j'ai remplacé toutes les instructions, qui étaient des étiquettes donc, virtuelles, je les ai toutes remplacées par des pièces Lego. Et j'ai remplacé l'écran par un substitut d'écran. Voilà, substitut d'écran où le repère orthonormé est donc gonflé en relief pour que les élèves comprennent où se place le fameux petit chat qu'il faut déplacer dans le logiciel. Parce que dans le logiciel, le petit chat il est sur un écran tout blanc et on leur dit, ben voilà, le petit chat est au point 0. Voilà. Et chaque épingle va donc être le déplacement du chat. Voilà. Et les élastiques, ce sont les chemins qu'il emprunte. Et donc ce que trace l'ordinateur. Mais donc le chat on l'utilise en 6e et très vite le professeur de mathématiques en a marre, on enlève le chat. Et on va pouvoir tracer des courbes, on peut tracer toutes sortes de choses, pas forcément une bande chemin. Voilà. Donc pour tracer le grand carré qui est donc tracé là, il y a donc différentes sortes d'instructions en programmation et toutes les instructions, je les ai rangées par famille. Du coup, je vais parler de l'organisation de la mallette. Et en fait, le rangement dans la mallette a son importance. C'est ce que je disais au départ. Quand on va devoir tracer un carré comme ça, on ne va pas sortir toutes les instructions. Dans le logiciel, l'élève il se retrouve avec tous les menus. Il va falloir qu'il fasse le tri entre les menus qu'il va utiliser et ceux qu'il n'a pas utilisés. Donc ça devient très compliqué. Tandis que là, tout est rangé toujours de la même manière. Donc on sait que pour faire tracer un carré, il va nous falloir des déplacements. Donc c'est la boîte qui est en haut à droite dans la mallette. Et les déplacements ont sur le côté droit un petit triangle saillant comme ça. Donc ça, ce sont les instructions qui indiquent un déplacement. Donc là, elle est dans le sens, voilà. Donc là, A, X, Y. Donc aller à X, Y. Donc c'est un déplacement. Et là, sur le côté, on voit il y a un triangle qui indique que ce sera une pièce qui déplace le stylo ou le personnage. Donc c'est un déplacement. Donc on va avoir besoin d'un déplacement. On va avoir besoin de variables. Donc, qui sont toutes rangées, les petites boîtes devant. On peut voir, elles sont rangées. On a tous les 1, les 2, les moins et les couleurs dans la même boîte. Ensuite, on a les 3, 4, 5 dans une autre. 6, 7, 8 dans une autre. Les 9 et les 0 ensemble parce que, curieusement, on utilise souvent ensemble. Voilà. Voilà, donc c'est une petite pièce comme ça. Et pour les orienter, donc sur la face devant, on voit un peu ce bout. Voilà. Et on les emboîte comme ça, dans les pièces. C'est des zéros. Voilà, donc on les voilà, qu'on va envoyer notre petit bonhomme en x égale 0. Voilà.
Et pendant que vous n'étiez pas là, on a donc construit le programme pour tracer le petit carré, le carré avec l'élastique qui est sur la plaque. Hein. Chaque graduation représente 10 pixels. Donc on a dit avancer on a donc créé le programme avec toutes les pièces. On va pouvoir lire de façon linéaire. Donc on a quand, on a pressé. Alors c'est tout écrit le plus raccourci possible pour qu'il y ait très peu d'écrits. Donc c'est écrit en braille et en noir à chaque fois. Voilà. Donc quand pressé va être D par exemple, au départ. Quand PD, voilà. Donc il y a un petit lexique à côté qui explique toutes les abréviations pour l'élève voyant et non-voyant, mais très vite on s'en sert plus. Voilà. Et là c'est R 4 fois, donc répéter 4 fois. Donc on sait que les instructions qui vont être en dessous, on va les faire 4 fois. On va d'abord avancer de 50. Voilà, avancer de 50. Ensuite en dessous, on va tourner à gauche. Ouais, de 90. Voilà. Et puis quand on arrive en bas, on sait qu'on nous a dit qu'il fallait faire 4 fois. Donc on va remonter la nappe et on retrouve le point de départ. Donc ça c'est une boucle, c'est-à-dire qu'on va le faire 4 fois pour faire les 4 côtés de notre carré. Si jamais j'obtenais à l'écran un carré plus petit. C'est un code pour créer un carré à l'écran. Celui-là, ouais. Voilà. Et donc quand on a fini là, ce carré qui est petit, si on obtient celui-là, en corrigeant son travail, on va voir que c'est sur le avancé que je me suis trompée. C'est sur le premier déplacement que je me suis trompée. Donc je vais regarder le programme sur la tranche et là je vois qu'il y a des petites formes géométriques qui vont me permettre d'avoir une vision d'ensemble du programme sans être obligé de tout lire. Donc le premier, le rectangle lisse, c'est un point de départ. L'autre en dessous, c'est l'élément pour dire qu'il faut prendre un stylo. La demi-lune, c'est le début d'une boucle. Et ensuite les triangles, alors celui-là il s'est décollé parce qu'il a été beaucoup utilisé. Les triangles, c'est un déplacement. Comment ça, il faut prendre un stylo? Parce qu'en fait, on explique à l'ordinateur qu'il va falloir écrire. Ah oui. Voilà, c'est une instruction qu'on donne à l'ordinateur. Et la boucle, ça veut dire quoi? Et la boucle, ça veut dire qu'on va répéter 4 fois la même chose. 4 fois ce qui est entre les deux morceaux, en fait. D'accord. Ah oui, c'est pour faire un carré. Voilà, 4 fois les deux déplacements. Donc c'est deux choses qui sont entre les deux demi-lunes, on les répète 4 fois. Voilà. Et les demi-lunes, ça correspond à quoi? La demi-lune, c'est le code pour dire, voilà, c'est le code, c'est la petite forme géométrique qui dit que c'est justement une boucle, comme type d'instruction. D'accord. Et donc on est en train d'expliquer ce que c'était qu'une variable. D'accord. Voilà, donc on disait que là, voilà, on a tracé notre carré de 50 par 50, mais moi j'aimerais que l'utilisateur de mon programme puisse choisir la taille de son carré. Donc pour ça, on va créer ce qu'on appelle une variable. C'est donc une petite boîte avec un V sur le côté droit. Voilà, c'est une variable. Et puis on lui assigne un nom et on dit qu'elle s'appellera X. Voilà. Et donc ça, je vais le laisser devant moi tout le temps. Comme ça, si j'ai un doute, au début du programme, je prépare toutes mes variables, parce que parfois on a besoin d'en avoir plusieurs. Et puis, je sais que je pourrai toujours la retrouver. Ensuite, je vais utiliser un capteur. Donc cette pièce, elle est complètement lisse. Et on va demander à l'utilisateur, donc on va lui demander de me donner la valeur que je veux mettre dans X. D'accord, donc on a fait devant X. Voilà, et ensuite mettre X à la réponse. R. Oui, il n'y a pas assez de place. Mettre X dans mettre la X dans X, je vais mettre la réponse de l'utilisateur. Et réponse dépassée, j'ai expliqué que réponse dépassée parce qu'en fait, en programmation, la variable, elle va pouvoir évoluer au fur et à mesure du programme. À chaque fois, je vais lui dire, tu mets ce résultat de calcul dans X, et donc je vais pouvoir contrôler ce qu'il y a dedans. Le problème de la réponse, c'est qu'en fait, elle va être remise à zéro, elle est effacée à chaque fois qu'on pose une nouvelle question. Donc le fonctionnement est un petit peu différent. Et les élèves étaient parfois perturbés au début quand ils posent plusieurs questions. Bah oui, mais moi j'ai mis 3 au début, puis là il met 5. Ah oui, parce que tu lui as reposé une deuxième question et tu as répondu 5. Du coup, le 3 a disparu de la boîte parce qu'il n'y a qu'une seule place. Voilà. Donc c'est pour ça que ça dépasse plus que les autres pièces. C'est quand on repose une question avec la même variable. Voilà. Oui. Voilà. Mais pour Scratch, on n'a pas le choix.
Pour Scratch, c'est toujours la même réponse qui est détruite à chaque fois. On ne peut pas... La petite boîte réponse, elle est mise à 0 à chaque fois. C'est pas très bien. Ensuite, il y a un autre élément de mathématiques qui est nouveau pour les élèves, ce sont les blocs, ou les motifs. Dans le logiciel Scratch, il s'appelle ça un motif. Quand on fait de la programmation, parfois, on va être obligé de faire plusieurs fois la même chose, et ça prendrait des lignes et des lignes, et ça ferait un texte monstrueux. Donc on essaye de simplifier les choses en annonçant au programme plusieurs petits morceaux de tâches. Par exemple, c'est comme si je voulais faire des îles flottantes pour 30 personnes. Je vais avoir de la crème anglaise à préparer, des blancs en neige et du caramel. Si pour chaque coupelle, je prépare mon blanc en neige, je le mets dedans, je prépare ma crème anglaise et le caramel. Je fais pareil pour le deuxième, ma recette de cuisine elle va être monstrueusement longue et puis même en temps, je vais m'y perdre. Donc je vais préparer ma crème anglaise et puis je vais la mettre au frais, la mettre au frigo. Donc, et je pourrais aller la chercher après. Je prépare mes blancs en neige, je les mets au frigo. Je prépare mon caramel, même chose. Et après, quand je vais préparer mes 30 ramequins de caramel, enfin de petites flottantes, je sors d'abord le caramel, je remplis tout le monde, je sors la crème anglaise. Et donc ça, en programmation, c'est donc un bloc. Donc là, par exemple, notre carré, on sait faire un carré de 50, on l'a déjà fait, donc on ne va pas le refaire 50 fois. Si je dois faire une frise de carré, je ne vais pas remettre le même bout de programme à chaque fois. Donc je vais le bloquer entre deux petites baguettes. Voilà, que je vais positionner et sur la tranche ça va faire un petit creux. Voilà, je vais mettre entre deux baguettes le morceau de programme qui me permet de faire le carré. Et si on regarde sur la tranche droite, on sent une petite indentation là sur le côté. Voilà, et cette petite indentation, elle indique que c'est le bloc numéro 1. Donc là c'est pour faire un carré. Si je voulais faire une frise de carré, de rond, de triangle, je pourrais faire un bloc pour le carré, un bloc pour le triangle et un bloc pour le rond. Sauf qu'il ne faut pas que ce soit exactement le même motif, il ne faut pas que ce soit le même code, sinon on va y arriver. Comment je fais après, une fois que j'ai fait mon bloc, je vais le poser à côté de ma variable, j'ai préparé mon bloc qui va me servir, donc c'est un petit peu mon frigo. Et puis ensuite, pour le rappeler dans le programme, il me suffira de mettre la baguette dans la même position. Donc quand je vais faire mon programme, le corps du programme, je vous le donne. Le corps du programme, dans le corps du programme, après avoir mis le stylo en position d'écriture, je vais positionner juste la petite baguette et l'ordinateur saura que quand il sent la petite baguette, cette petite baguette, voilà, la même que celle qui encadre les blocs en fait. Voilà. Et comme je l'ai mis en position numéro 1, je sais que c'est le bloc de mon carré que j'appelle dans le programme. Donc si par exemple c'était mon deuxième motif, je mettrais en position fond. Deuxième position. Donc ça indique que c'est le deuxième bloc. Si je crée un autre bloc, ma petite baguette, je la mettrai au fond. Au lieu de la mettre devant, comme tout à l'heure, je la mettrai au fond. Voilà. Donc ça me permet de faire deux blocs. Si je veux faire un troisième bloc, je me remets devant et décaler d'un cran. Ah oui, c'est un code. C'est un code, voilà. Et donc ça permet comme ça de faire jusqu'à 8 blocs différents. Parce qu'il y a la possibilité de faire 8 décalages faciles à lire rapidement. Mais en même temps, dans les programmes, jusqu'en 3e, ça suffit. Et puis pour programmer les suites numériques avec mon aide de premier OS, ça me suffit aussi. Maintenant, c'est sûr que... Voilà. Donc voilà, donc ça permet aux élèves de comprendre ce que c'est, parce qu'on fabrique vraiment son bloc, on le pose sur son écran, et on sait qu'on l'a toujours sous la main. Et pareil, les élèves qui justement ont du mal à se souvenir de ce qu'ils ont fait, ou du mal à découper une tâche en morceaux, là elle est vraiment découpée en morceaux. Ça c'est le premier morceau, ça c'est le deuxième morceau, et ça va faciliter la compréhension des choses, parce que du coup leur mémoire de travail elle est déchargée, ils savent que c'est là, ça ne va pas s'envoler, et s'ils ont un doute, il suffit de retourner le voir. Oui. Là, maintenant de l'ES, un peu d'initiation de codage. Un petit peu, puisqu'il faut programmer sa calculatrice scientifique. Voilà. Et puis au collège, à partir de la 6e, c'est obligatoire, ça fait partie du programme de maths, c'est 1/5 du programme de maths, l'algorithmique. Voilà. Donc on fait de la programmation dans 2 disciplines au collège, en mathématiques. C'est vraiment axé sur les concepts mathématiques, c'est-à-dire la variable, ce que c'est qu'une variable, ce que c'est qu'une liste, ce que c'est qu'une boucle, etc. Et puis on l'utilise aussi en technologie pour programmer des robots.
Mais là, l'optique n'est pas tout à fait la même. Là, on est plus sur du technique, alors qu'en mathématiques, on est vraiment dans la pensée algorithmique. Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Ensuite, on a d'autres types d'instructions qu'il fallait prendre en charge. On peut, par exemple, imposer à l'utilisateur que si le nombre x est plus grand que 10, eh ben, je ne ferai pas le carré. Voilà. Ou alors, je ne ferai le carré que si c'est inférieur à x. Donc, j'ai une pièce qui est une boucle aussi, comme l'autre. C'est donc deux morceaux avec des demi-lunes sur le côté droit, qui sont reliés par une nappe pour pouvoir retrouver facilement le début et la fin. Voilà. Et donc, sur la tranche de lecture, on voit si une gommette ronde et alors. La gommette ronde, voilà, si alors, pareil. Et donc il va falloir qu'on donne la condition. Donc si x, on a dit qu'on ne le ferait que si x est plus petit que 10. Où est-ce que j'ai mis mes x chez eux, du coup. Donc je vais insérer 10. Voilà, si x est 1, ce sera mon premier calcul parce que je peux avoir d'autres calculs dans mon programme, on ne sait jamais. Donc j'ai une petite pièce là comme ça qui s'appelle C1 comme calcul 1 et j'y bloque mon calcul. Voilà. Donc c'est une pièce qui est un petit peu oblique, exprès pour qu'on la distingue des autres. Voilà. Et donc on va la poser sur la table avec notre bloc de tout à l'heure, avec notre... Et au bout de la pièce je vais vous la reprendre, de contrôle, on va mettre la fameuse condition. C'est le calcul numéro 1. Voilà. Donc, la condition sera le calcul numéro 1. Et le calcul numéro 1, il est préparé, il est là. Et c'est ça qu'on va devoir faire quand on voit la condition. On sait qu'on va devoir faire ce calcul numéro 1. Ça va? Alors, en fait, si le calcul numéro 1, alors, et le calcul numéro 1, donc C1, c'est x inférieur, ouais, avec le point 5 devant, c'est signe inférieur à 10. À 2. Inférieur à 10. Il y a deux signes pour inférieur. Voilà. Donc en fait, quand en Scratch on met à l'intérieur d'un bloc, et donc vous externalisez cette partie de voilà, pour faciliter la lecture. Comme et ça, puis, vous avez aussi des blocs arbitrairement, donc voilà. des formules arbitraires. Voilà, on peut faire des formules très très longues. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir travailler sur les priorités de calcul de façon beaucoup plus facile. Je m'explique. Je vais faire par exemple... si je veux faire... Il me faudrait un X. Bah tant pis, j'ai pioché un Y. Si je veux faire par exemple Y plus 3, enfin moins 3 j'ai dit, voilà. Y moins 3, le tout multiplié par 7. C'est le premier qui me consume. Le tout multiplié par 7. Là, dans Scratch, on emboîte les deux étiquettes et puis ça fait une grosse étiquette verte, on ne sait plus ce qu'on fait en premier. Pour savoir ce qu'on fait en premier, là, en fait, on va monter son calcul au sens propre du terme. Voilà. Donc là, on va avoir x moins 3 fois 7. Et on va le monter de haut en bas. Les calculs prioritaires, c'est ceux qui vont être en haut et on va descendre son calcul au fur et à mesure. Donc il n'y a plus de problème de priorité parce que là maintenant, comme on monte son calcul, on va faire le calcul en descendant. Donc en fait, les calculs qui vont être prioritaires sont ceux qui sont en haut. Et au fur et à mesure, donc on va d'abord faire y moins 3, pardon. Et ensuite, on descend l'escalier et on va devoir faire x7. Voilà. Du coup, on sait qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui est prioritaire, c'est ce qui est en haut. C'est ce qui sera entre parenthèses en fait. Voilà, c'est ce qui serait entre parenthèses. Et en fait, dans le logiciel, c'est une toute petite étiquette verte qu'on met dans une grande étiquette verte, et du coup, on met une énorme étiquette verte, mais pas du tout de priorité. Donc ça, c'est une partie de la mallette qui va être utilisée par les professeurs de mathématiques, pas seulement pour faire de la programmation. Enfin, il nous reste un dernier élément, sont les listes. Si je fais faire des calculs à mon programme, par exemple, si je fais des calculs Y, et qu'à chaque fois, du coup, ça va changer
la valeur de la variable y. À la fin de mon programme, si je lui demande y, il me donnera le dernier remplissage de la boîte. Mais si je veux vérifier mon calcul au fur et à mesure, il va falloir que je lui demande de mettre tous mes y au fur et à mesure dans une liste et qu'il montre la liste des résultats. Parce que sinon, je vais être très embêtée. Donc, j'ai fabriqué effectivement des listes que j'ai appelées, là pour le coup, arbitrairement ABC. Arbitrairement parce que ça me sert à autre chose qu'à faire de la programmation. Je vais vous expliquer à quoi ça me sert. Donc, j'ai fait des colonnes. Je vous laisse les toucher. Donc, volontairement, le numéro de la cellule est sur la face avant et le nom de la colonne sur le côté. Donc ça, c'est le débugger. Voilà. Oui. Voilà. Et donc les cellules, on va pouvoir les désemboîter et je vais pouvoir remplir, si je veux, la cellule, par exemple, B3. Voilà. Voilà. Et C'est vraiment le modèle d'Excel. c'est comme le modèle d'Excel, et c'est justement pour ça que je disais que j'ai choisi arbitrairement ABC, parce que ça me permet aussi de faire comprendre comment fonctionne le tableur pour les élèves. Parce que le tableur, sur une seule ligne, c'est très compliqué pour eux de savoir dans quelle cellule ils sont perdus, ils n'ont pas de vision d'ensemble du tableau. Donc au début, Excel, pour eux, c'est super compliqué. Donc là, l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir construire vraiment tout leur tableau Excel avec les petites cellules. Et après, une fois qu'ils ont construit tout leur tableau, c'est très facile d'aller remplir les cellules A1, B2, etc. Une fois qu'ils ont vraiment construit physiquement. En plus, on va pouvoir le combiner avec les opérateurs. Par exemple, si je veux, dans la colonne, si je veux qu'à partir de B2, on fasse le calcul... sortir un A. Puis je veux qu'à partir de B2, on fasse A2 plus A2 moins 3, parce que ça j'avais sorti. Voilà, je vais pouvoir le combiner dans ma cellule, et donc je vais pouvoir combiner un opérateur à l'intérieur. C'est pas Une opération, ça peut être un peu ce qu'on veut, mais ce qu'on veut appliquer à différentes cellules du tableau, je vais pouvoir l'insérer dedans, et pour dire sur quelle cellule je l'applique, je vais prendre un élastique, je vais reprendre 2 minutes, puis je vous rends, et on va dire que ce calcul-là, je dois l'appliquer jusqu'à cette cellule. Donc l'élastique qu'on va pouvoir suivre là va déterminer sur quelle cellule s'applique le calcul. Là, vous êtes à l'envers du... Parce qu'en fait, on va remplir là, on va mettre dans chaque case, on peut les démonter complètement. Attention, voilà, et on va pouvoir remplir ces cellules une par une. Voilà. Donc ça permet vraiment de manipuler le tableur au sens propre. On va le découper en morceaux et on va regarder les cellules, on va apprendre à les manipuler. On va faire des batailles navales de tableurs pour arriver à comprendre comment ça marche. Voilà. Du coup, la mallette, elle permet aux élèves de manipuler vraiment différents concepts qui sont nouveaux pour eux. La lecture diagonale qui est nouvelle pour eux, parce que ça c'est un truc qu'ils font jamais. Voilà. Et ça permet d'analyser et de réfléchir, au lieu de tout défaire ou de rajouter une instruction qui répare entre guillemets ce qu'on a fait avant. Là, on va pouvoir réfléchir maintenant. Oui, alors là, cette fois, c'est l'angle, ça ne donne pas ce que je veux, ou alors, dans ma courbe, ça ne ressemble pas du tout à la fonction que je visais, donc je vais regarder. Ah, bah, je pense que c'est au niveau de la première boucle que je me suis trompée, donc je regarde sur la tranche, je cherche la première demi-lune, je déboîte et je l'emboîte. Les boucles, elles deviennent physiques, on tourne vraiment, parce qu'on va suivre vraiment la nappe, autant de fois que c'est nécessaire. Donc ça permet aussi de comprendre un nouveau concept qui en mathématiques n'est jamais utilisé avant. Les conditions, on va pouvoir combiner autant de conditions qu'on veut, et les conditions, on les voit physiquement, on sait qu'il y a une limite, donc c'est qu'on doit donner une contrainte. Les priorités de calcul, du coup comme on monte son calcul, ça va être facile de calculer. Les listes et les tableurs, ça va être plus facile en le manipulant, parce que là on va vraiment manipuler, remplir, si on s'est trompé, on peut corriger rapidement. Les variables, donc comprendre que c'est une petite boîte qui va être remplie et modifiée au fur et à mesure du programme. Les capteurs, donc il y a les capteurs de demander à l'utilisateur, mais il y a aussi les capteurs de temps qui sont prévus, etc. Les capteurs, c'est quand on demande à l'ordinateur d'aller prendre une information à l'extérieur. Donc ça peut être le chronomètre, ça peut être poser une question à l'utilisateur du programme, comme on a fait tout à l'heure. Le programme va demander, l'ordinateur va demander
à la personne qui utilise l'ordinateur une variable x, donc il va demander x, qui sera la longueur du côté du carré par exemple. Voilà. Donc ça c'est une notion qui est nouvelle aussi pour les élèves. Ça va aussi permettre aux élèves de comprendre ce que c'est qu'un bloc. Je prépare des sous-programmes, des mini-tâches, et je vais pouvoir découper ma situation en plusieurs actions successives. Ça permet aussi autre chose qu'on ne peut pas trop faire avec du papier et du crayon. Avec un papier et un crayon ou même avec un ordinateur, quand on est dans la salle informatique avec ses élèves, c'est un peu difficile de prendre l'ordinateur pour le déplacer pour comparer deux programmes. Tandis que là, pour comparer deux programmes, c'est facile. Allez, pour comparer des programmes, on peut aussi se les envoyer, on n'est pas obligé de déplacer l'ordinateur. Oui, non mais dans les salles réseau de collège, si. Si, On est obligé de se déplacer. Voilà, c'est assez compliqué de s'envoyer des messages dans la salle informatique. Voilà, dans les collèges, on est un petit peu obligé ou de déplacer les élèves, ou de... voilà. Et puis, de toute façon, on va avoir deux écrans, voilà, ou pour un élève de sciences visuelles, il faut un écran avec un grossissement monstrueux et du coup on ne voit pas tout d'un coup, et puis alors sur le cloche braille on voit encore moins tout d'un coup. Non, ce que je veux dire pour les élèves qui sont pas en moyen, vous ne faites pas tout, vous faisiez pas tout habituellement avant ça, en tout cas sur des grands écrans immenses pour qu'ils voient tous. Alors parfois oui, parfois le professeur peut projeter un ou deux programmes pour les comparer. Là, l'avantage, c'est que c'est encore un peu comme tout à l'heure, finalement, on va vraiment manipuler les morceaux, on va pouvoir, chaque copain va donner son morceau, puis on va comparer, on va les poser côte à côte, et du coup, on va pouvoir comparer, donc le début est identique, et puis après, on va pouvoir comparer, donc tout le début du programme est identique, et puis après, il y a deux issues possibles, donc on va pouvoir comparer terme à terme les deux côtés du programme. Voilà, là, et du coup, on va pouvoir comparer terme à terme, donc là, j'ai rien rempli, on va pouvoir comparer terme à terme le début et la fin du programme. On peut aussi donner un morceau au copain qui va pouvoir être conservé d'un cours à l'autre, ça aussi. Et donc ça permet d'avoir plein de choses ensemble, sans avoir plein de manips à faire. Donc au tout début du projet, le premier mois, c'était surtout pour mes élèves de déficience visuelle que je l'avais élaboré. Après je l'ai amélioré pour que ça serve à tout le monde, mais le premier mois ça servait surtout pour mes élèves. Et j'ai su que ça allait aider tout le monde au moment où je me suis rendu compte de ce qu'apportait l'élève déficient visuel à l'élève voyant. Il lui en apporte plus que le contraire. Avant, l'élève déficient visuel se retrouvait en position de faiblesse dans la classe, tandis que là maintenant il est en position de force. C'est lui qui aide l'autre, ce qui est quand même devenu beaucoup plus intéressant. Parce que finalement, l'élève voyant, pour l'élève déficient visuel, il fait plus que deux choses. Il va saisir le script à la fin sur l'ordinateur, et sinon, il va, quand c'est tout terminé, et sinon, il va aussi lui décrire, si jamais c'est pas le résultat attendu, il va lui mettre un élastique de textures différentes sur l'écran en relief, pour lui montrer ce qu'il a obtenu finalement. C'est la seule chose que fait l'élève voyant pour l'élève déficient visuel finalement. Par contre, l'élève déficient visuel, il a apporté un sacré paquet de choses à son copain. Il lui a apporté la possibilité de raisonner autrement sur le substitut d'écran, autrement qu'avec un papier et un crayon. La possibilité de mettre plein de schémas ensemble et de les déformer très facilement. Il lui permettait aussi d'analyser, de découper le problème proposé par le professeur, de segmenter le problème en plusieurs étapes, de comprendre ses erreurs en analysant le script physique. Il y a eu plein de fois des situations où l'histoire du chat, je vais mettre qu'il doit reculer de 4 pas à la fin, comme ça il sera au bon endroit. En général, c'était l'élève déficient visuel qui disait non mais non, regarde là, si tu regardes ton programme, regarde comment sont les instructions, la lecture diagonale. Non, là, le problème, si tu fais ça, comme on lui a demandé X au départ, s'il nous donne 10, ça ne marchera pas. Ça permet aussi de corriger ses erreurs sans procéder à des modifications hasardeuses. Donc, je vais mettre 50 au lieu de 40, bien sur cette ligne. Ça permet d'insérer une instruction très facilement, de modifier le script très facilement. Par exemple, si je veux que... à la fin du premier côté de mon carré, si je veux qu'il change de couleur, je démonte et je rajoute juste une instruction entre les deux. Et je vais lui dire de changer de couleur. Voilà, c'est bon, je sais. Alors pour l'élève déficient visuel, la couleur il s'en moque.
En tout cas pour les miens, ils sont manqués. Mais par contre, ça n'empêche pas de le programmer. Il sait que ça va donner une couleur différente. Voilà, donc j'ai juste démonté, et puis j'ai rajouté, le programme était comme ça au départ. Si je veux rajouter une instruction ici, je démonte juste là. Je rajoute l'instruction, et je referme. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile à manipuler que si j'avais des étiquettes qu'il faut que je décale l'une après l'autre pour pouvoir insérer quelque chose. Donc je vais vous montrer maintenant ce que ça donne avec des élèves. Sandrine Boissel est enseignante spécialisée pour les élèves déficients visuels et maître formateur. Elle travaille dans une unité d'inclusion scolaire au collège et auprès de plusieurs élèves de lycée. Ces élèves sont malvoyants ou non-voyants. Certains travaillent exclusivement en braille et d'autres voient très mal les écrans d'ordinateur. En mathématiques, 1/5 des nouveaux programmes du collège sont désormais consacrés à l'algorithmique et à la programmation informatique. Pour les déficients visuels, qui doivent travailler comme leurs camarades voyants, c'est une difficulté. En effet, le logiciel Scratch, préconisé pour travailler l'algorithmique, n'est pas du tout prévu pour eux, car il n'a pas été conçu pour être accessible aux déficients visuels. Sandrine a donc imaginé et mis au point un système de codage basé sur des pièces Lego. Ce système permet à des élèves aveugles ou très malvoyants de travailler l'algorithmique comme ils le feraient avec le logiciel Scratch. En fait, on utilise les Lego en classe avec les déficients visuels pour travailler sur le schéma, sur le plan, sur les fractions, parce que c'est un outil qui permet de toucher et de faire des schémas très rapidement, qui s'emboîte et qui est stable à la lecture. Parce que la difficulté qu'on aurait eue avec des étiquettes ou même avec des aimants, c'est que la lecture tactile déplace les objets. Tandis que là, les scripts vont être stables. Donc on va travailler avec un repère orthonormé qui est en relief, donc on peut sentir toutes les lignes verticales ou horizontales. Dessus, on va pouvoir faire toutes sortes de choses. On peut tracer une courbe avec plusieurs épingles, mais on peut aussi tracer n'importe quelle forme géométrique. Ensuite, j'ai pris toutes les instructions de Scratch et je les ai toutes reproduites donc en Lego avec des inscriptions en gros caractères et en braille. L'emboîtement et le choix des indicateurs de pièces à droite vont permettre 2 types de lecture pour un élève non-voyant, chose qu'il ne peut pas faire quand il travaille sur de la programmation en linéaire. Parfois, je l'aide pour dire il faut cliquer là, à droite. Parfois, elle voit pas bien. Elle m'aide du côté visuel, mais moi je l'aide du côté touché. Voilà. Comme un puzzle. Nous sommes un puzzle. Avec la manette, il y a plus du toucher et les Lego, je trouve c'est mieux pour expliquer. Ouais. En fait, c'est pas que je vois mieux les choses, c'est que ça m'aide plus sur l'ordinateur. Quand je suis sur l'ordinateur, je fais mais qu'est-ce qu'il faut faire, alors que quand je fais des Lego, je prends du recul et je me dis il faut faire ça, et donc je réfléchis plus. La mallette, elle a un côté ludique qu'ont les Lego, qui permet d'intéresser plus les élèves, de les motiver plus. Dès qu'il faut aller prendre le cahier, construire le patron d'un pavé droit, c'est compliqué, ils n'ont pas très envie. Alors que c'est vrai qu'avec la mallette, tout de suite, comme ça, un aspect ludique, ils sont plus dans le travail et plus dans le jeu. Et du coup, c'est vrai qu'ils vont plus vite. Donc d'une manière générale, c'est un outil qui va aider autant les élèves de la classe que les élèves non-voyants. Ça aide aussi les élèves qui ont des difficultés à comprendre, parce que le fait de manipuler, ça permet de concevoir mieux les concepts. L'autre intérêt, c'est qu'en raisonnant avec les Lego, les élèves vont réfléchir à faire le programme le plus synthétique possible et le plus efficace possible. Chose qui n'est pas nécessaire de faire à l'écran, parce qu'à l'écran, on peut l'étendre autant qu'on veut. La mallette suscite donc beaucoup d'intérêt pour l'apprentissage du code. Elle a été validée pour réaliser les exercices du brevet des collèges, pour les élèves l'ayant utilisée cette année. Sandrine l'a présentée aux institutions chargées de l'enseignement aux élèves handicapés et aux institutions spécialisées dans l'enseignement des mathématiques. En partenariat avec elle et avec le ministère de l'Éducation nationale, Sandrine recherche actuellement une solution pour fabriquer la mallette AccessiDV Scratch à grande échelle, afin que les professeurs puissent l'utiliser dans leur classe et pour tous les élèves.
dans le projet. Donc on est arrivé enfin dans une phase de fabrication et de diffusion avec 3 partenaires. Donc on est au début de l'élaboration de ce partenariat. Donc pour le moment je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est en cours. Voilà. Ce dispositif a fait l'objet de plusieurs publications dans la nouvelle revue et la NRSA, sur le monde binaire, sur Pixies, sur le nouveau numéro de Tangent qui porte sur l'informatique débranchée et sur d'autres publications encore. Il a été présenté sous différents formats, sous des formats de formation mais des formats de conférences aussi, à la Cité des Sciences, au Salon EduSpot, au Salon Educatis, sur le site du ministère. Voilà, plein d'endroits différents, dans des centres à la fois de formation d'enseignants spécialisés mais d'enseignants de mathématiques. Il a été présenté aussi à l'IRM. Il est soutenu et suivi activement par la DNE, par des inspecteurs généraux de mathématiques. J'ai d'ailleurs été conviée à une des tables rondes de la mission maths de M. Brochant et M. Villani. Il est aussi suivi par l'INRIA, qui suit attentivement le projet, et par des laboratoires aussi extérieurs d'autres pays qui m'ont contacté pour voir un petit peu où ça en était. Du coup, il y a un sondage qui a été diffusé par EduSchool et puis par d'autres réseaux pour évaluer un petit peu les gens qui pouvaient être intéressés par cette mallette. Il s'avère que les gens intéressés qui ont répondu sont à la fois professeurs d'ST, qui souhaiteraient avoir cet outil-là pour former les nouveaux professeurs des écoles, qui doivent aussi commencer à faire rentrer l'algorithmique à l'école élémentaire en cycle 3, c'est-à-dire pour les CM1, CM2. Voilà. Ça intéresse aussi les professeurs de mathématiques, les enseignants spécialisés, mais finalement ce ne sont pas les plus nombreux à avoir répondu, et aussi des structures de formation d'adultes. Voilà. Donc voilà, donc là on est dans une phase de fabrication. Voilà. À plus longue échéance, en travaillant avec les différents partenaires que j'ai rencontrés à l'occasion de ce projet, l'idée est venue de faire une application smartphone, parce que là, à la fin du travail, l'élève déficient visuel prend une photo de son programme et son copain voyant rentre le programme dans l'ordinateur. Et ensuite, on envoie au professeur la version numérique et puis la version photo. Et voilà, l'intérêt, ce serait qu'il y ait une reconnaissance de caractère et que le smartphone communique directement avec le logiciel. Voilà. La manipulation, finalement, favorise la prise en main d'outils numériques derrière. Donc, c'est pas de l'anti-outil numérique, c'est favoriser la prise en main pour après comprendre ce qui se passe dans l'ordinateur. Et là où je me suis dit que j'avais réussi quelque chose, c'est que les élèves maintenant, l'autre jour on a reçu un informaticien, et ils lui ont dit en tout début, quand on présentait la mallette, ils lui ont dit mais en fait ce qu'on a appris c'est que si nous on ne réfléchit pas avant, personne ne réfléchira. Parce que l'ordinateur ne réfléchira pas à notre place et il va faire que ce qu'on lui dit. Ça je pense que c'est déjà un point clé. Voilà. Donc voilà, bien sûr pour pouvoir prendre en main la mallette, l'élève finalement va avoir moins de... C'est pas sorcier. 6 séances. Il va prendre en main les différentes pièces, il va apprendre à la ranger dans le bon ordre, parce que c'est ce qui va aussi lui permettre de comprendre ce qu'il doit sortir pour faire tel programme. Donc en 6 séances, il maîtrise sa mallette, et puis après il part en cours. Donc la première semaine de l'année pour les 6e, après les autres n'ont même pas besoin de refaire une séance de prise en main. Ensuite il monte tout seul en cours avec sa mallette. Voilà. L'autre intérêt de la mallette, c'est que ça permet aussi de faire de la différenciation pédagogique dans la classe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs groupes. Dans une salle informatique, dans un collège, on n'a pas 30 ordinateurs. Donc on en a une dizaine. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut faire travailler 10 élèves sur les ordinateurs, une petite dizaine avec un exercice débranché ou avec un exercice de mathématiques, et un autre qui va pouvoir découvrir une nouvelle notion d'algorithmique avec le professeur et avec la mallette. Donc ça permet aussi une autre forme de travail. Merci beaucoup. Pas de rien.